Quelles sont les infractions les plus courantes chez les conseillers en services financiers? Pour en discuter, on reçoit notre collaborateur Jean-Sébastien Jutras. Bonsoir Jean-Sébastien. Salut Simon. Jean-Sébastien, on dit que ce sont les infractions les plus courantes, mais est-ce que c'est fréquent? Ouais, c'est bien de le mentionner. Sinon, on va parler des infractions les plus courantes, mais c'est pas coutume d'avoir ce genre d'infractions-là. Évidemment, on a environ 34 000 conseillers à travers la province de Québec et il manque des conseillers actuellement. Mais évidemment, comme dans chaque groupe, il peut y avoir certains déviants. Et là, on va élaborer un peu sur les infractions qui sont courantes, mais qui ne sont pas coutumes de tous les jours. Oui, encore faut-il, pour avoir des infractions, qu'on les trouve. Qui surveille les conseillers au Québec? Excellente question. Il y a l'Autorité des marchés financiers, en fait, qui va mandater la Chambre de la sécurité financière pour s'occuper de tout le volet formation continue des conseillers, la déontologie des conseillers et aussi la discipline des conseillers. Donc, il y a la Chambre de la sécurité financière, mais il y a aussi, Simon, les institutions financières de ces conseillers-là qui ont des programmes de conformité très stricts envers les conseillers. Bon, entrons dans le vif du sujet là, ensemble, parce qu'une des raisons pour lesquelles les conseillers peuvent être réprimandés, c'est d'agir au-delà de sa certification. Ça veut dire quoi? Bien, agir au-delà de sa certification, sinon, c'est qu'on va aller au-delà de ce qu'on devrait vraiment faire. Je vais donner l'exemple d'un planificateur financier. On a parlé qu'il y avait 34 000 conseillers à travers le Québec, mais il y a seulement 5 000 d'entre eux qui sont planificateurs financiers. Or, la planification financière, c'est vraiment dédié aux planificateurs financiers. Donc, un conseiller qui viendrait mentionner qui fait de la planification financière pour ses clients, bien, il y aurait une sanction ici, il y aurait une infraction à son code de déontologie. Et où c'est cette fameuse ligne-là? C'est quoi la différence entre les deux? Bien, le planificateur financier, il y a plus de formation et l'Institut de la planification financière fait tous ses efforts pour vraiment protéger, parce qu'il y a vraiment une différence au niveau de la formation. Okay. Donc, le conseiller qui n'a pas cette certification-là n'aurait pas le droit d'aller au-delà de cette certification-là, de mentionner à son client qui lui fait de la planification financière. OK, donc pour le client, c'est vraiment ça la différence. C'est-à-dire qu'un va faire de la planification pour le futur. Exact. Donc, la planification de retraite, planification de tout ce qui peut toucher la finance personnelle. Le planificateur financier va au-delà de ça. Et parfois, il y a des clients qui recherchent cette certification-là. Alors, je ne pourrais pas dire que je l'ai si en réalité, je ne l'ai pas. Bon, on parle d'infractions importantes, on s'entend là-dessus, mais on ne parle pas de fraude majeure, là. On est loin d'une fraude majeure ici, même une fraude mineure. Sinon, par contre, pour la deuxième infraction, on va s'en approcher un petit peu, c'est la contrefaçon de signature. Bon, parlons-en justement, là. C'est quoi? Puis pourquoi un conseiller irait faire ça? Bien, c'est important de dire là, que c'est pas nécessairement toujours dans un but de malveillance qu'il va y avoir des contrefaçons de signature. En fait, la signature, ça a un poids énorme au niveau légal, on va le comprendre. Là. Mais ce qu'on peut voir parfois quand il y a des infractions, c'est que, supposons, moi et Simon, on s'est rencontrés, moi et toi, puis j'ai oublié de te faire signer quelque chose. Ouais. Au lieu de te faire revenir au bureau, ben, il y a des conseillers qui vont faire une falsification de signature. Faites ça pour aider le client, mais que ça reste une infraction qui est grave, même s'il n'y a pas de malveillance en arrière de tout ça, et il pourrait avoir des infractions, puis même des condamnations qui seraient assez sévères à ce niveau-là. Bon, on parle beaucoup de signature électronique, hein, ces temps-ci. J'imagine que c'est moins fréquent, du moins le cas de ceux qui l'ont fait pour rendre service aux clients. Ben, en fait, exemple, si je suis à Montréal puis tu étais dans le coin de Drummondville, ben là, c'était fatigant de te faire revenir au bureau. Là, avec les outils de signature électronique, c'est facile. On rentre les informations, tu vas recevoir le courriel à la fin de la journée, tu auras juste à cliquer, faire la lecture, cliquer, puis ça va être réglé. Fait que ça vient d'enlever beaucoup ces gens-là qui n'avaient pas ce volet-là de malveillance. Fait que tout ce qui a un lien avec notre planification financière, la signature électronique est aussi bonne. Là. Tout à fait, tout à fait. En fait, la signature, elle a été adoptée et utilisée par presque toutes les institutions financières depuis la pandémie. En fait, on a vu l'augmentation de l'utilisation de la signature électronique. Bon, autre infraction, tu m'as parlé avant l'émission, ce serait la mise en place d'une analyse des besoins financiers. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, Simon, c'est important de bien connaître son client. Donc, en fait, chaque conseiller doit faire une analyse de besoins financiers pour ses clients. Donc, ça se fait en posant des questions, en apprenant à connaître c'est quoi l'état de tes finances personnelles. Donc, tous les conseillers devraient faire ça avec leurs clients. Et le fait d'avoir omis de faire une analyse de besoins financiers, eh bien, la Chambre de la sécurité financière pourrait donner une infraction à ce conseiller-là. Parce qu'imagine, Simon, je te pose pas de questions, je te fais des recommandations sur des produits financiers, mais ces produits-là, bien, soit peut-être que tu les as déjà, donc tu vas payer en double, ou peut-être que tu n'es même pas admissible à ces produits-là, mais